Bonjour à tous et bienvenue, je suis Jérôme Méran, rédac-chef de Machine Production. C'est une édition exceptionnelle de MP l'émission que nous vous proposons, puisque nous sommes au Cimodec, dans la vallée de l'Arve, c'est en Haute-Savoie, berceau du décolletage. Alors dans cette émission, on parlera automatisation, qui peut être une alternative à la pénurie de main-d'œuvre. Une question, vos machines-outils sont-elles plus sobres en matière d'énergie? On y répondra avec nos invités. Et puis comme nous sommes ici au cœur du Cimodec, on s'intéressera à l'utilité des salons professionnels dans un monde, vous le savez, de plus en plus connecté. MP l'émission, c'est parti. Alors je suis ravi d'accueillir Hervé Favre, vous êtes le président du groupe DECIP. Oui, bonjour Jérôme. Et à vos côtés, François Favre, votre papa, et vous êtes le fondateur des DECIP. Tout à fait. Bonjour Jérôme. Bienvenue à vous sur notre plateau de MP l'émission. Alors, le groupe DECIP est un distributeur de machines-outils et d'imprimantes 3D. Alors, vous êtes implanté à Saint-Pierre-en-Faucigny. C'est tout près du salon du Cimodec. Alors, tout d'abord, dites-nous comment est né DECIP. Si tu veux, je peux commencer. Alors, François. Effectivement, j'ai été représentant en machine-outils en tant que VRP multicarte pendant une dizaine d'années et j'avais toujours envie de mettre à mon compte. J'avais repéré déjà le constructeur Biglia quand je passais devant chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà appréhendé les machines avec des chargeurs automatiques. Ils chargeaient et ils déchargeaient en 3 ou 4 secondes. Et s'intéressaient à 2 départements de la France, ça ne les intéressait pas. Donc je suis allé voir nos proches voisins qui m'ont fait confiance. Et c'est comme ça que ça a démarré en 85. Voilà. 85. Ouais. Et donc, Hervé, vous avez pris la succession. Alors oui, j'ai pris la succession, mais... Et en quelle année vous êtes rentré? Alors je suis rentré en 92 pour finir mes études. Donc en alternance technico-commerciale. D'accord. Moi j'avais fait tout un cursus bureau des méthodes. Mais c'était un peu compliqué de trouver en fait du management à l'époque. Et puis j'ai pu démarrer avec mes parents. Puis c'est comme ça que j'ai commencé donc en 92. Donc tu as fait beaucoup de formations à Annecy. Oui, après il y a eu beaucoup de formations effectivement à Annecy parce que entre les méthodes et le management, il fallait faire des compléments. Mais effectivement, voilà, démarrage en 92. Alors, dans la vallée de l'Arve, comme ailleurs, les entreprises de mécanique souffrent de la pénurie de main-d'œuvre. La proximité de la Suisse n'arrange rien. On se souvient que l'embarreur est arrivé pour automatiser cette opération manuelle. Alors, aujourd'hui, quel autre moyen d'automatisation proposez-vous sur vos machines, Hervé? Alors, on est dans une vallée de décolletage. On a quand même plus particulièrement des machines de tournage. Effectivement, charger en automatique un tour, on peut le faire par un robot. Mais on a aussi des constructeurs qui se sont spécialisés dans des solutions packagées avec chargement par ce qu'on appelle portique de chargement, gantry. Côté fraisage, nous avons aussi un constructeur, Matsura, qui a des solutions complètes, palettisées. Avec une solution constructeur, le client n'a qu'un interlocuteur, il n'a qu'un technicien et en fait on a une mise en route beaucoup plus facile. Côté opérateur, un système de commande permet d'avoir un redémarrage très facile en cas de pépin. Et puis les dernières choses, on a eu une réindustrialisation des pièces de connectique et d'un coup on a pu retrouver en fait un intérêt sur des machines type ESCO. Le micro-décolletage avec le système en torche, vous mettez 20 kg de matière, vous pouvez travailler plusieurs jours sans intervention humaine. Moi, je répondrai sur le recrutement. Alors effectivement, on n'a pas de souci de recrutement parce qu'on propose des postes très valorisants. Alors on touche des personnes qui sont dans un atelier, qui commencent à tourner en rond, qui aimeraient voir autre chose. Et là, on a des responsables de lignes de machines qui sont intéressés à venir chez nous. Vous voyez, donc... Chez vous, chez DECIP, c'est oui, ça? Oui, oui. Alors justement, bonne transition. Vous recrutez aussi chez DECIP des techniciens, des commerciaux, je crois. Bien sûr. Et comment parvenez-vous, vous, à les attirer dans votre société? Alors, il faut cultiver malgré tout l'image, parce que notre monde est un monde d'image. Et effectivement, le biais des réseaux sociaux, votre émission en fait partie. Oui. J'utilise énormément LinkedIn parce qu'on a une vraie histoire. L'entreprise a quand même de nombreuses années. On peut fêter nos 40 ans l'année prochaine. Donc il y a vraiment une histoire
à communiquer. On a travaillé historiquement pendant plus de 30 ans dans un quart sud-est. Les réseaux sociaux font partie en fait de ce biais-là. On n'oublie pas non plus, malgré tout, la communication sur les journaux papier. Les salons font partie en fait des systèmes de recrutement parce qu'on peut mettre en avant notre société et puis aussi les machines. La marque employeur, c'est important aussi pour recruter. La marque employeur, c'est une clé aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment cultiver ça. Oui. Et puis aux commerciaux qui cherchent des postes, il faut proposer des compléments de machines. Parce que je me souviens, au départ, j'avais juste le tour à commande numérique Biglia. Je ne pouvais pas avoir des représentants, je ne pouvais pas avoir des aigles. Je prenais ceux qui... Et j'avais beaucoup de turnover au début, parce que des cibles ne représentaient pas grand-chose, qu'une machine. Oui, et là, il y a une dizaine de constructeurs que Hervé est arrivé à convaincre de travailler avec lui. Et ça, c'est intéressant pour un commercial. Et un commercial, il vient chez nous, il vient à Decip. Voyez, et on récupère aussi des personnes qui vendent de l'outillage complémentaire aux machines. C'est-à-dire que c'est très bien, ils connaissent la mécanique, ils connaissent les clients. Travailler sur le long terme, travailler la marque employeur, nous permet d'avoir des constructeurs très fiables, avec lesquels on travaille depuis longtemps. Effectivement, un technicien va travailler sur des machines-outils, mais pendant de nombreuses années, donc il va être très performant. Les clients vont voir ça, donc on offre un panel de machines qui répond à beaucoup de machines différents en France. Et on a en fait des techniciens qui restent là longtemps puisque les constructeurs ne nous abandonnent pas. La marque employeur. C'est un signe s'il reste longtemps. Ouais. La réduction de l'empreinte carbone, ça passe aussi par l'efficacité énergétique. Qu'en est-il sur vos machines, sur les machines que vous distribuez, Hervé? Alors, on voit arriver chez les constructeurs des machines qui vont gérer, on va dire intelligemment, l'énergie. Donc il fut un temps où le graissage des machines était piloté par une horloge. Aujourd'hui, il est intelligent parce qu'on va vraiment en fait consommer ce dont on a besoin. Vous avez des pompes d'arrosage qui vont travailler avec des variateurs pour avoir la juste quantité en fait d'énergie, de puissance d'arrosage au moment où on en a besoin. Et puis l'idée de travailler sur des machines automatisées permet de se dire, ok, je vais pouvoir travailler peut-être 1 heure de plus, 2 heures de plus, travailler la nuit. Et en fait, au lieu d'utiliser 100% de la puissance machine, on va se mettre dans un rythme économique où on n'a pas besoin de changer de plaquette toutes les 2 heures, par exemple. Et puis, on va travailler en mode économie. À la fin de la journée ou à la fin de la semaine, on aura réalisé la même quantité. Par contre, on utilisera la machine non pas avec des pics, mais plutôt en fait sur le long terme. Méthodologie plutôt japonaise en fait dans le fonctionnement. Je me souviens au départ, les Japonais venaient nous voir dans les ateliers, les machines crachaient les copeaux, il y avait de la fumée partout et ça ils admettaient pas. Mais à 8h, à 7-8 heures le soir, les lumières étaient éteintes, donc ça ne pouvait pas aller. Et puis sur l'énergie, je me souviens à Lyon, j'ai loupé ma première commande à cause de la puissance d'une machine. D'accord. Alors, nous, on était toujours très fiers d'annoncer des 30 kW, 40 kW, et je me suis entendu, non, c'est trop puissant pour nous, donc ça ne sera pas vous. Pour des problèmes de consommation d'énergie. Consommation d'énergie. Et c'est dans quelle année? Oh, je ne sais plus. Donc déjà, il faut resituer ça, mais on n'en parlait absolument pas. Mais c'était très peu finalement d'industriels qui étaient encore tout à fait, qui étaient motivés par ça. Et c'était la première fois. Alors la première fois, c'est votre première exposition justement au Cimodec, ça remonte à 1986 pour Decip. C'est ça, oui. C'est ça. Oui. Alors vous avez toujours été fidèle au salon. Tout à fait, oui. Participer à des salons professionnels, c'est fondamental encore aujourd'hui. Il y a eu un post-Covid où on a imaginé tout digitaliser. On a fait aussi nos essais, nos visites virtuelles 3D, on était parti dans de la visio. Il n'empêche qu'on peut franchir qu'un certain cap d'une affaire, c'est-à-dire peut-être 60-70% de l'affaire par visio, mais à un moment donné, on a quand même besoin d'un contact. La réindustrialisation, en France, ça veut dire travailler quand même avec des PME et non des ETI. Les ETI avaient une vision plus globale de l'information par la digitalisation, les sites internet, puisque la production était faite dans d'autres pays. Aujourd'hui, comme on réindustrialise,
Les patrons ont besoin de motiver leurs équipes. Les patrons ont besoin que les salariés viennent sur le salon, qu'ils s'approprient les machines. Et on a vraiment ce besoin de contact très important. Après, je me pose toujours la question des salons hypertrophiés. On en revient à une émo où on a des salons qui sont monstrueux. Ça devient gigantesque. Les frais inhérents à une visite salon, les coûts d'hôtel sont quand même conséquents. Et je crois plus dans un salon local avec des machines vraiment typées en fait localité, métier comme la vallée de l'Arve pour le salon. Hein. Ou Micronora aussi. Micronora, on a le Siana Toulouse où on a d'autres matériels, mais ouais, ça fait partie en fait des vrais sujets. C'est ça. François, vous, les salons Ah bien, moi, je me souviens, avant un salon, on avait la réunion des commerciaux et on essayait d'estimer un peu les commandes que nous allions prendre. Tel commercial disait, moi, j'ai 2 affaires chaudes, de là. Et souvent, on avait fait des affaires avec des gens qui sont venus et l'effet surprise de nos machines. On a vendu des machines à des personnes qu'on ne connaissait pas. Donc ça, le salon, voilà. Maintenant, pour le futur, ici, rendez-vous compte un véritable écran. Ah oui, c'est magnifique. Ici, donc, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Donc, c'est parfait. On est vraiment heureux de ces travaux. Mais on a quand même un changement. Le salon, quand tu as démarré, amenait l'information aux personnes. Parce que hormis un catalogue ou une brochure du commercial, c'était le salon qui diffusait l'information. Maintenant, le salon vient en complément d'un plan média qui passe par des magazines, qui passe par de la vidéo, qui passe par le digital. Mais c'est vraiment quelque chose clé. Hein. Aujourd'hui, moi j'ai toujours cru et je continuerai à croire au salon. Hein. Bien, on peut que vous encourager. Alors François, cette année, le Cimodec fête ses 70 ans. Exact, oui. Avez-vous quelques anecdotes à nous partager? Et je crois que personne ici n'a oublié l'époque où vous jouiez du cor de chasse dans les allées. Et d'ailleurs, vous n'étiez pas tout seul, je crois. C'est ça, oui. Racontez-nous, J'ai une équipe de sonneurs de trompe et on venait faire un peu d'animation. Alors, sur notre stand, bien sûr, hein, c'est normal. Oui. Mais les autres exposants, bien sûr, nous demandaient et on faisait notre tour. Et puis donc, c'était très bien. Mais après, je me suis rendu compte que... à cette nocturne-là, il y avait énormément de clients sur notre stand et mes collaborateurs me disaient « Oui, vous allez faire de la musique ailleurs et puis vos clients vous attendent. » Alors, bon, ok. Mais on a animé aussi pendant plusieurs années, bien sûr. Oui. C'est un moyen de faire du bruit pour l'industrie. Oui, voilà, c'est ça. Alors, d'autres anecdotes, vous voulez peut-être? Allez, une petite dernière anecdote, François. Alors... on a toujours dit que la commande numérique, au début, c'était pour faire de la pièce unitaire. Hein? Alors, on avait envisagé, dans la même barre, de réaliser une boîte et son couvercle. Comme ça, les décolleteurs qui avaient l'habitude, en changeant de pièce, ils changeaient les cames et tout, c'était merveilleux. On faisait une pièce, on faisait son complément, on faisait une pièce, son complément. Alors, et sur la boîte, on avait inscrit « Venez des CIP et partez protégés ». Alors, vous voyez ce que je veux dire? Ils ouvraient le couvercle et il y avait un préservatif. Voilà. Et le problème, c'est que nos techniciens, nos vaillants techniciens, avaient pris le stock. Non, alors, le problème, c'était d'acheter en masse des préservatifs. Alors voilà, alors il fallait réapprovisionner. Alors je suis allé à la pharmacie de La Roche et fièrement, j'ai demandé 100 préservatifs. Sortez couvert chez Decip. Sortez couvert chez Decip. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors bon, c'était et certaines personnes ont toujours ces boîtes chez eux, bien sûr. Qui sont collecteurs. Oui, collecteurs. Alors, faites du bruit. Cette année, justement, Machine Production lance son mouvement, a lancé d'ailleurs son mouvement depuis janvier. Faites du bruit pour l'industrie, parce que nous croyons au potentiel inépuisable de l'industrie. Nous le voyons tous les jours à travers nos articles et nos reportages. Alors, pour vous, pour quelles bonnes raisons vous ferez du bruit? François, par exemple. Là, je suis un peu pris de court parce que il faut... À part jouer du cor de chasse. Oui, non. Il faut de la publicité, bien sûr. Mais bon, je pense que Hervé, avec... Ce qui est beau, moi j'ai vécu depuis mes études une industrie qui allait en se désagrégeant quand même. Puisqu'à un moment donné, il fallait faire des études en France et la sous-traitance pouvait être dans des pays étrangers. Aujourd'hui, on voit ce regain d'industrie.
On a des machines qui changent vraiment esthétiquement, qui changent en puissance de calcul. Je fais de l'impression 3D, c'est quand même magnifique de pouvoir dessiner une pièce et le lendemain de l'avoir sortie de machine. On a des managers d'entreprise qui ont mis les moyens en fait pour faire de leur outil de travail, leur site de production, un bel écrin. Le matériel évolue constamment. Il y a de quoi faire carrière dans l'industrie. Il y a l'intelligence artificielle qui va arriver. Il y a quand même plein de sujets, je pense, qui valent la peine d'être travaillés. Alors, ce n'est pas un corps de chasse que je vous ai remis là sur le plateau, mais un sifflet, le sifflet machine production, pour faire du bruit pour notre industrie. Alors, on siffle ensemble tous ensemble pour l'industrie. Et après, je vous remercierai de clôturer l'émission. Allez, merci beaucoup Hervé. Hervé Favre, je rappelle, vous êtes le président du groupe des CIP. François Favre, vous en êtes le fondateur et encore le vice-président. Encore vice-président. Encore le vice-président. Merci beaucoup de votre participation. Merci Jérôme. Ce fut un vrai plaisir de vous recevoir ici, en plein Simodec. Merci Jérôme. MP l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe technique. Merci à l'équipe de la rédaction également. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de MP l'émission. Et d'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission qui est également disponible en podcast. Et puis n'oubliez pas l'hashtag Faites du bruit pour l'industrie sur tous vos réseaux sociaux préférés. À très vite.